Bonjour à toutes et à tous, je vous propose qu'on démarre ensemble ce nouveau webinaire qui est intitulé Les clés pour agir. Donc le premier numéro des clés pour agir dans le cadre de cette saison thématique intitulée Comment identifier et lutter contre la vacance des logements dans les petites villes de demain. Donc, comme je l'ai indiqué, ce webinaire s'inscrit dans le cadre d'une saison thématique qui a été ouverte vendredi dernier et qui court jusqu'à mi-décembre sur les questions des enjeux du logement dans les petites villes de demain, donc qui est organisée donc par la NCT dans le cadre du club Petite Ville de demain. Moi, je suis Emmanuelle Aubry, directrice adjointe du programme Petite Ville de demain à la NCT. Pour celles et ceux qui nous connaissent bien et pour les autres, je vous rappelle les consignes. Donc, on est ensemble pour 1 heure. Si vous avez des difficultés de connexion audio, je vous invite à en faire part dans le chat. Et s'il s'agit pour vous de poser des questions à nos intervenants que je leur relayerai durant le webinaire, vous pouvez les poser dans l'onglet questions-réponses que vous trouverez en bas au milieu de votre écran. Sachez qu'il y a des agents aussi de l'ANA et de la DGLN que je remercie qui seront aussi en capacité de vous répondre par écrit sur un certain nombre de vos questionnements. Donc, ce premier webinaire, les clés pour agir de cette nouvelle saison, nous avons souhaité aborder dans ce cadre l'enjeu de la vacance de logement dans les petites villes de demain. Si vous êtes là, c'est que vous êtes certainement concerné par ces enjeux ou que votre commune voilà, accueille hein, ce phénomène de façon assez prégnante en son sein. Et vous le savez, ces vacances ont des causes multiples et elles engendrent aussi à long terme une dégradation du tissu urbain et une accentuation de la perte d'activité dans les centres-villes. Alors, on peut citer évidemment pas mal de dispositifs comme les OPA-RU, mais elles ne sont pas les seuls. Et donc, il s'agit pour nous, ensemble, d'identifier quels sont les partenaires et les leviers ou les actions que vous pouvez mobiliser pour lutter contre cette vacance des logements. Donc, nous aurons dans un premier temps le plaisir, et comme d'habitude, d'accueillir le témoignage d'une petite ville de demain, en la personne de Michael Rival, qui est chef de projet Petite Ville de demain de la commune de Castelnau-d'Ary, une PVD située dans l'Aude. Et puis nous aurons ensuite, durant le temps de parole d'experts, successivement la parole de la DGALN, du conseil départemental de la Meuse et d'une structure mandatée par l'ADEME en charge de la plateforme Pas de vacances pour la vacance. Et je me permettrai dans un second temps de présenter les intervenants. Donc, je vous propose, sans plus attendre, de laisser la parole au chef de projet de Petite Ville de demain de Castelnau d'Ary, Monsieur Rival. Je vous en prie pour évoquer avec nous la démarche de votre commune et ce qui a été entrepris pour identifier et lutter contre la vacance. Monsieur Rival, c'est à vous. Merci beaucoup. Oui, en effet, je me présente, Michael Rivas, chef de projet Petite Ville de demain sur la commune de Castelnaudary. Je suis en poste à peu près depuis 2 ans et je vais vous présenter l'ensemble des outils que la commune a mis en place pour lutter contre la vacance sur son territoire et particulièrement sur le centre-ville, comme dans toutes les petites villes que nous représentons tous ici. C'est surtout le centre-ville qui est touché par cette notion de vacances. Donc, déjà, pour commencer, je vais vous présenter un petit peu Castelnaudary. Vous vous situez rapidement, Castelnaudary, ça se situe dans le département de l'Aude. Castelnaudary se situe entre les deux métropoles de la région Occitanie, que ce soit Montpellier, on est à peu près à 2 heures, 2 heures et demie de Montpellier, et on est beaucoup plus proche de la métropole toulousaine. On a une quarantaine de minutes. Ce qui nous permet d'une part déjà d'avoir cette attractivité par rapport à la métropole toulousaine qui nous aide particulièrement à trouver des investisseurs et nous aider surtout à être attractifs par rapport aux autres communes. Je vais vous présenter les différents outils que nous mettons en place. Bon, ce sont des outils qui sont présents dans le cadre du programme Petite Ville de demain. Ce sont des programmes que vous connaissez tous, que ce soit l'OPA-RU, le permis de louer et aussi le dispositif de Normandie qui va de pair avec la convention cadre que vous avez signée ou que vous êtes en train de signer avec l'État. Et je vais aussi vous présenter un dispositif qui va de pair. C'est un dispositif fiscal qui est là pour essayer d'attirer fiscalement tous les investisseurs, des gros investisseurs, qui est le dispositif de Normandie, qui marche en même temps que la signature de la convention cadre. Donc bon, je vais vous présenter rapidement l'OPA-RU dans un premier temps. Bon, l'OPA-RU, je pense que c'est un dispositif que vous connaissez tous. Bon, ce qui est très important à savoir dans le dispositif de l'OPA-RU, c'est qu'il y a 2 phases.
il y a la première phase de l'étude préopérationnelle qui est très importante, qui va vous permettre d'identifier les secteurs les plus touchés par cette vacance. Parce que le plus souvent, la vacance va de pair avec un immeuble très dégradé. Donc, cette étude préopérationnelle va vous permettre d'identifier l'ensemble des logements vacants sur le secteur, préférentiellement sur le secteur du vieux centre-ville. Donc, je vous ai montré notre périmètre à nous d'intervention de l'OPAI-RU. Vous voyez que ça concerne 6 rues. Donc, c'est quand même un périmètre très restreint et c'est le périmètre qu'on a considéré le plus adéquat, là où on se trouve les logements les plus en mauvais état et souvent des logements vacants. Donc, des études préopérationnelles, elles permettent d'une part d'identifier et ensuite on a la mise en application de cette OPARU, le suivi animation, qui est là pour accompagner les propriétaires. Parce que vous avez deux types de propriétaires sur les logements vacants. Vous avez le propriétaire qui a laissé son logement totalement vacant et qui n'en a plus rien à faire de son logement. Et du coup, là, le but de la commune, ça va être non pas d'accompagner ce propriétaire-là, mais d'accompagner les propriétaires, les investisseurs qui veulent investir sur la commune. C'est-à-dire par le biais de mettre en relation ou principalement de mettre en relation. Et vous avez le deuxième type de propriétaire qui a un logement vacant, mais qui n'a pas pu le rénover du fait de manque de financier. Et du coup, l'OPARU va être là pour aider financièrement les propriétaires à rénover l'ensemble de leur logement. Donc, on est là pour accompagner dans un premier temps. Et ensuite, une fois que cet accompagnement ne suffit pas, que même avec les aides, le financement ne suit pas, alors là, on les met plutôt en relation avec des investisseurs pour permettre au centre-ville de pouvoir retrouver sa splendeur. Ça, on a mis en application, la communication Ami l'a mis en place le 15 septembre 2020 par le biais de l'OPARU et on a décidé par la suite de mettre en place le permis de louer le 1er juillet 2022. On n'a pas pu le mettre en place avant parce que la commune de Castelnaudary ne disposait pas de la compétence habitat. C'était la communauté de communes. Du coup, on a dû demander à la communauté de communes de rétrocéder sa compétence, ce qui a pris un petit peu de temps. C'est pour ça qu'il y a un petit décalage entre l'OPARU et le permis de louer. Alors le permis de louer, bon, pour faire très simple et très rapide, c'est un dispositif qui permet de contrôler la location des logements qui se fait sur un périmètre. La commune de Castelnaudary a décidé de prendre le même périmètre que l'OPARU pour mettre en place son permis de louer, ce qui permet d'une part déjà de contrôler tous les logements, ce qu'on peut considérer qu'on fait un peu le bâton, c'est-à-dire qu'on fait un peu la police pour contrôler les logements. Mais de notre côté, on a le même périmètre que l'OPARU, du coup, on met aussi en adéquation les aides qu'on peut mettre en place sur ce périmètre-là, d'une part. Et en plus, ce permis de louer, d'une part, bon, il permet de contrôler la qualité des logements. Il nous permet aussi de faire une cartographie beaucoup plus précise des logements qui sont en bonne qualité, des logements qui sont moyens mais qui restent louables et des logements qui ne sont pas dans la possibilité d'être loués, ce qui permet de faire la chasse à ce qu'on appelle les marchands de sommeil, ce qui leur permet ce qui nous permet d'une part d'avoir une cartographie beaucoup plus précise et de permettre d'avoir une action beaucoup plus précise sur les propriétaires qui jouent malheureusement pas le jeu sur le secteur du centre-ville, ce qui est souvent le cas malheureusement dans les petites villes de demain, qui laissent soit qu'ils laissent leur logement périr, ou soit même qu'ils louent leur logement alors qu'ils ne respectent pas les conditions de location qui sont soumis au décret de décembre de 2002 et au règlement national maintenant, qui est passé en juillet dernier, ce décret qui recense l'ensemble des caractéristiques d'un logement décent. Et en plus de ce dispositif, de ces deux dispositifs, nous utilisons aussi les données LOVAC qui, nous, dans la question d'arrêt, nous sont transmises directement par la DDTN. Donc, ce dispositif, ces données LOVAC, c'est un tableau Excel, en fait, pour faire très concrètement, c'est un tableau Excel qui nous est transmis et qui nous dit l'ensemble des logements qui sont considérés comme vacants, que ce soit par le biais de la fiscalité ou que ce soit par le biais d'autres ressources. Et par le biais de ce tableau Excel, nous, à la commune de Castelnaudary, on en fait une cartographie pour regrouper l'ensemble des éléments qu'on a sur l'OPARU et sur le permis de louer. Déjà, ça nous permet de savoir si on a les mêmes données, si tout se regroupe. Et si cela se ne regroupe pas, ça nous permet de savoir que là, sur cet immeuble-là, sur ce logement-là, il y a un souci de coordination, il y a un souci sur ce logement, et du coup, on va contacter le propriétaire, on va se rendre sur place pour s'assurer que le logement il reste dans un bon état et qu'il n'y a pas de souci particulier. Et en plus, ça nous permet, en plus, si on a des logements qu'on avait loupés, des immeubles qu'on n'avait pas recensés, au moins, ça nous permet en plus d'avoir de nouvelles données. En plus, les données LOVAC sont beaucoup plus larges. Elles ne sont pas seulement sur le centre-ville que nous, on agit principalement.
par l'OPAE permis louer, elles sont sur l'ensemble de la commune, ce qui nous permet d'avoir une marge de manœuvre beaucoup plus large. Et ensuite, je vous ai présenté ces trois dispositifs qu'on a mis en place et je vais vous présenter le dispositif de Normandie. Alors, ce dispositif de Normandie, il est applicable pour les petites villes de demain seulement lorsque vous avez signé votre convention cadre Vallon ORT. Nous, la commune, on l'a signé le 22 juin 2022. Donc, à partir de cette date-là, on a pu disposer de ce dispositif de Normandie. C'est un dispositif plutôt facile, c'est un dispositif fiscal qui permet pour les propriétaires bailleurs qui veulent investir sur la commune, dans le centre-ville ou même en dehors du centre-ville, ça a été élargi, de pouvoir avoir d'une réduction fiscale en fonction de la location. Et il faut savoir que ce dispositif de Normandie s'accorde très bien avec l'OPAERU, parce que dans le cas de l'OPAERU, il y a une convention qui est passée auprès de l'ANA, et cette convention auprès de l'ANA est similaire, voire c'est les mêmes que pour respecter le dispositif de Normandie. Donc, ça veut dire que la personne peut à la fois avoir la défiscalisation de Normandie et les aides de l'ANA concernant la rénovation des logements. Donc, on voit que c'est une réduction fiscale qui va dépendre en fonction du nombre d'années où la location est faite. Dans le cas de l'OPAERU, avec la convention de l'ANA, c'est une location qui est basée sur 6 ans. Donc, la plupart du temps, il y a pas une location qui va être faite sur 6 ans avec une réduction fiscale de 12% et les aides pour la rénovation des logements. Principalement, ce qui se fait sur la commune. Et ensuite, lorsqu'on a eu ce dispositif de Normandie, il faut savoir qu'il y a beaucoup de communes qui ont ce dispositif. Donc, on a voulu essayer de se démarquer par rapport aux autres communes. Donc, on a effectué, premièrement, on a envoyé un courrier à l'ensemble des agences immobilières et des constructeurs de la région, en ciblant principalement le côté toulousain, parce qu'on est beaucoup plus proche de Toulouse, on est à 40 minutes de route de Toulouse. Donc, on est beaucoup plus attractif sur Toulouse que par rapport à l'autre côté, par rapport à Montpellier, où c'est beaucoup plus éloigné. On a aussi visé les constructeurs locaux. Bien sûr, avec qui on travaille majoritairement aussi. En plus de ces courriers, on a travaillé sur le recensement. On a travaillé par un certain laps de temps, lorsqu'on tapait de Normandie, c'était Castelnaudary qui apparaissait dans les premiers barres de recherche sur Google, ce qui permettait de nous mettre en avant par rapport aux autres communes. En plus, maintenant, lorsque vous cherchez le dispositif de Normandie, vous avez le site internet de l'État qui recense l'ensemble des communes. Et maintenant que la commune de Castelnaudary y fait partie, donc ça permet d'avoir une marge de manœuvre beaucoup plus importante par rapport aux investisseurs qui savent que investir sur Castellari, ça permet d'avoir ce dispositif-là. Et ensuite, une fois qu'on a fait envoyer ce courrier, on a présenté cette offre au dispositif de Normandie parce que même tous les constructeurs ne le connaissaient pas, malheureusement. Donc, on a fait une présentation du dispositif pour tous les constructeurs qui nous avaient répondu, ce qui a permis d'avoir de nouveaux contacts, des personnes qui ont mis Castelnaudary sur leur projet. Et en plus, ça nous a permis, d'une autre part, de voir quels étaient les constructeurs les plus intéressés, d'avoir des contacts directement. Et ensuite, une fois qu'on avait l'ensemble de ces constructeurs et des agences immobilières aussi, qui nous aident beaucoup, on a mis en relation les propriétaires de logements vacants qui ne voulaient pas rénover leur logement par manque de moyens ou par manque d'envie aussi, avec ces nouveaux investisseurs qui sont arrivés sur la commune, et les mettre en relation par le biais de réunions ou en échangeant simplement les contacts entre eux pour les mettre en relation. Et ça nous a permis de rénover certains immeubles au sein de la commune. Bon, je vous cache pas que ça prend du temps, parce qu'il y a toujours des négociations qui se mettent en place. Bon, là, on se met à l'extérieur, ça ne nous regarde pas. Mais le fait déjà de mettre en relation et d'avoir l'ensemble des dispositifs, ça permet déjà d'être attractif et ça permet de savoir où on va s'attaquer, à quel propriétaire, à quel immeuble, pourquoi cet immeuble est dans un mauvais état. Et ça permet d'avoir un point de vue beaucoup plus large et beaucoup plus précis sur le secteur du centre-ville de Castelnaudary. Bon, j'ai fait le tour de l'ensemble des dispositifs qu'on met en place sur Castelnaudary et je laisse la main à Madame Emmanuelle Lebris pour la suite de ce webinaire. C'est gentil. Merci, Monsieur Rival, pour votre ce témoignage. Alors, j'ai peut-être une ou deux petites questions très pratico-pratiques à vous adresser dès maintenant, et notamment sur les données LOVAC. On a des questionnements sur l'accessibilité des données. Est-ce qu'elles sont gratuites? Comment en disposer? Oui, nous, on a fait une demande auprès de la DDTM, Direction départementale des territoires et de la mer, qui nous a ensuite transmis les données de manière gratuite. Et comme ça, on a pu avoir directement l'ensemble des données qu'on voulait. Et chaque année, on demande les données et chaque année, ils nous les envoient.
Est-ce que sur votre commune, avant de passer à la suite du webinaire, est-ce que vous avez des retours justement sur le nombre de personnes ou de propriétaires qui ont utilisé le dispositif de Normandie sur votre commune? Malheureusement, on n'a pas ce retour. On a demandé les chiffres auprès des services de l'État. Mais déjà, le dispositif a été rempli en 2022, juin 2 juin. On va laisser le temps à ce qu'on arrive en 2023. Mmh. Et à partir de 2023, 2024, on va avoir sûrement des données officielles de la part de l'État sur le nombre de personnes qui ont utilisé ce dispositif de Normandie. Parce qu'on n'a pas de retour direct, nous, les communes, comme ça vient sur Mmh. les impôts des personnes. Donc, on n'a pas de retour direct. Et dernière petite question peut-être, pour en utiliser une dernière. Est-ce que, vous sauriez nous dire justement quel est le taux de vacances, de logement sur votre périmètre d'Opairu? Le taux, on est aux alentours de 15% à peu près, de taux de vacances. Donc c'est quand même un taux assez élevé sur ce secteur-là, Mmh. qui est assez important. Après, je fais la différence entre ce qui est vacant et ce qui est en très mauvais état. Je fais quand même une petite différence. Donc, ce qui est vacant, vacant, c'est une quinzaine de pourcents. Très bien, merci. Je vous propose d'en rester là pour l'instant Mm. pour passer la main à nos intervenants suivants. L'idée étant de passer maintenant finalement au regard d'experts. Je vais dans un premier temps donner la parole à Peggy Mertini. Donc vous êtes chef de projet, j'allais dire petite ville de demain, vous voyez, les vieux réflexes. Vous êtes chef de projet lutte contre la vacance de logement et intrapreneuse zéro logement vacant à la DGA Hélène. Est-ce que vous pouvez nous présenter votre outil? Merci beaucoup. Je suis très contente d'être là et notamment je pourrais répondre à toutes les questions relatives au logement vacant. Mais avant de regarder spécifiquement l'outil Zéro Logement Vacant qui s'inscrit voilà, dans un accompagnement des collectivités qui a été mis en place déjà depuis près de 3 ans. Euh, Juste rappeler que sur les logements vacants, effectivement, en France entière, on a aujourd'hui plus d'1 million de logements. Hein. C'est sur la vacance structurelle, qui est la vacance de plus long terme, celle qui, au-delà de 2 ans, commence à se voir et pose réellement un problème d'habitat et, et d'urbanisme de manière générale en termes de remobilisation et de difficultés pour remobiliser ce parc-là. Et il faut savoir que, notamment au travers d'une enquête qu'on avait menée, ces logements structurellement vacants ont des raisons, on le sait, on enfonce un petit peu les portes ouvertes, mais c'est important d'avoir les proportions. Euh, Essentiellement, aux 2 tiers d'entre eux, eu égard à leur mauvais état. Il y a aussi toute la question des blocages juridiques qu'il ne faut pas négliger. Là, on est sur 14%. On a aussi une part de vacances volontaires sur lesquelles effectivement toute la connaissance sur la psychologie des propriétaires est très importante quand on veut remobiliser du logement vacant. Et effectivement, on a aussi les mauvaises expériences locatives, également l'âge du propriétaire qui est un élément à prendre en compte. Et tous les autres types de blocages qui peuvent exister. Donc, il faut savoir que cette connaissance-là de la vacance, et notamment de la vacance la plus problématique, qui est la vacance structurelle, est essentielle. Donc, si on veut regarder ce qui a été mis, slide suivante, mis en place euh, par la DGALN sur la lutte contre le logement vacant, il faut voir aussi que ça s'est accéléré ces dernières années parce que le logement vacant, c'est une ressource. Il faut vraiment, et je pense que vous êtes les premiers aussi à le savoir, aujourd'hui, euh, justement, ce webinaire en est comment ça, une image. Euh, on a plusieurs plans qui se sont développés, le logement d'abord. Euh, on a aussi les grands principes de zéro artificialisation nette, sur lesquels le logement vacant est une ressource aussi, qui peuvent être mobilisées. On a toutes les politiques d'habitat et d'urbanisme, avec les différents plans et programmes, mais aussi beaucoup plus récemment, euh, tout ce qui accompagne les politiques environnementales de rénovation énergétique. Donc, aujourd'hui, on a vraiment des réseaux d'acteurs qui se structurent au-delà de l'ANCT, des différents programmes sur lesquels la vacance est un sujet.
On a effectivement tout le réseau ANA et France Rénov qui se structure aujourd'hui pour pouvoir accompagner les acteurs du terrain pour apporter des réponses opérationnelles à ce problème de la vacance. Donc, slide suivante. On a la mise en place en 2020 d'un plan national de lutte contre les logements vacants qui s'organise autour de 4 grands axes. Monsieur Rivals a parlé justement des données Lovac. Ça a été le premier axe de travail, c'est apporter une donnée spécifique à la vacance en construisant avec différentes sources, j'y reviendrai plus tard, la base de données Lovac qui permet justement de repérer au travers les données fiscales l'ensemble des logements vacants avec une donnée mise à jour avec notamment une autre source spécifique qui est le 1767 BISCOM. Mais voilà, on a aujourd'hui une information sur l'ensemble du territoire français qui permet d'avoir des données à jour sur la vacance, avec un certain nombre de défauts, j'y reviendrai également, mais sur lequel vous pouvez d'ores et déjà travailler. Le deuxième axe, c'est effectivement arriver à faire diffuser les outils qui ont été mis en place, notamment les bonnes pratiques, faire des actions de communication et utiliser vraiment le logement vacant comme une ressource dans l'ensemble des politiques. Et donc cette diffusion des bonnes pratiques relatives à la lutte contre la vacance, c'est accompagné de la mise en place de plateformes d'échange, donc rencontre des territoires, où on a effectivement plusieurs groupes dédiés sur les logements vacants et l'utilisation de la solution zéro logement vacant, que je présenterai un peu plus longuement plus tard. Sur l'axe 3, donc mobiliser le logement vacant dans les autres types de politiques. Et l'axe 4, on a eu un appel à manifestation d'intérêt qui a été lancé en 2021. On a eu plus de 229 candidatures. On a eu 67 lauréats qui ont pu justement tester la solution zéro logement vacant en premier lieu et ensuite bénéficier d'un accompagnement en ingénierie de l'ANA. Donc, pour revenir plus particulièrement sur les éléments de connaissance et notamment les bases de données liées au logement vacant, donc slide suivante, on a 2 apports essentiels aujourd'hui. Une base de données qui est Lovac, qui a été présentée par Monsieur Rivals. D'ailleurs, je félicite la coordination que vous avez mis en place au niveau local, puisque vous avez un accord avec la DDT qui vous fournit la donnée directement. Mais ce qu'il faut savoir aussi, c'est que vous pouvez, vous en tant que collectivité, bénéficier directement de la donnée et vous avez la possibilité justement de vous inscrire, de faire la demande directement de données Lovac, qui vous donne accès à la fois à la solution zéro logement vacant et à la donnée Lovac, qui vous permet par ailleurs d'être entièrement autonome et de bénéficier de la donnée directement à la source, ainsi que l'ensemble de ces mises à jour. Donc, je reviendrai vers vous pour vous montrer comment. Mais effectivement, l'idée, c'est d'avoir cette base de données Lovac qui est essentiellement utilisée pour faire de la statistique et des études, qui justement est basée sur les données foncières. Donc les fichiers fonciers, aujourd'hui, le dernier millésime, c'est 1er janvier 2022. Et le gros apport de cette base de données, c'est qu'on intègre les données d'occupation, et notamment d'inoccupation sur la vacance, qui est mis à jour bien plus récemment. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a une occupation au 1er janvier 2023, ce qui nous permet de ne pas attendre plus d'1 an pour disposer des informations, comme c'est le cas pour les fichiers fonciers, mais d'avoir une information bien plus récente, et notamment dans zéro logement vacant. C'est une solution numérique qui permet justement d'intégrer la donnée Lovac. On se base sur le même format, mais on a une solution numérique qui permet de suivre
ce parc vacant, à la fois de le quantifier, mais effectivement de le suivre, d'en connaître les propriétaires, puisque c'est ça aussi la grosse plus-value. Et le fait d'avoir ces propriétaires-là permet à la fois de lutter contre la vacance directement, puisqu'on a l'ensemble du parc et les propriétaires pour pouvoir mettre en œuvre les politiques locales, mais également la possibilité de prévenir la vacance, puisque aujourd'hui, on est en train d'ouvrir euh, on va dire un nouveau champ de logement, puisqu'on va intégrer l'ensemble du parc locatif avec les étiquettes énergétiques, parc locatif privé, je précise, euh, pour justement agir en prévention de la vacance eu égard aux étiquettes énergétiques et à l'indécence énergétique avec les interdictions de relocation qui sont prévues à court terme et qui sont déjà effectives depuis le 1er janvier de cette année. Donc, slide suivante pour aller vite. Dans zéro logement vacant, aujourd'hui, vous avez les données Lovac. Les ayants droit, ce sont les collectivités territoriales et leurs opérateurs. Vous, en tant que chargé de mission PVD, vous pouvez être désigné par la collectivité opérateur. Sur Castelnaudary, vous avez la possibilité d'avoir directement accès et de désigner ensuite soit un bureau d'études, soit une autre personne comme étant votre prestataire, et avoir accès directement à l'interface avec l'ensemble du parc, avec la possibilité de mettre à jour. C'est basé sur la donnée fiscale, donc avec toujours le petit défaut de la donnée fiscale, mais avec la possibilité de mettre à jour cette donnée-là vraiment en flux. Donc sur le logement vacant aujourd'hui et bientôt sur le parc locatif privé, puisqu'aujourd'hui on est en expérimentation sur 27 EPCI avec les étiquettes DPE. Donc pour finir, dernière slide, on a aujourd'hui plusieurs outils, plusieurs interfaces, des groupes d'échange relatifs au logement vacant sur les plateformes de rencontre des territoires, un guide qui a été publié avec l'association Agir contre les logements vacants et une solution qui aujourd'hui est ouverte en termes d'accès aux collectivités et à leurs prestataires pour pouvoir avoir une démarche très opérationnelle et contacter les propriétaires directement et enregistrer les améliorations au fur et à mesure pour suivre ce parc-là en particulier. Donc, si vous avez des questions en particulier sur les données, que ce soit Lovac ou ZLV, je suis à votre disposition. J'en ai peut-être une immédiatement. Merci beaucoup, Peggy. Comment recevoir les données, les données Lovac mises à jour? Il y a visiblement Thierry Rabjot qui a reçu ou qui a à sa disposition les données 2021. Comment obtenir des données plus récentes? Alors, si ça fait moins d'un an que vous avez obtenu votre précédente 2021, ça fait un petit peu loin. Il y a une possibilité de mise à jour. Néanmoins, là, il faudra refaire une demande pour pouvoir, si votre demande date de plus d'un an, refaire une demande en bonne et due forme sur l'interface démarche simplifiée. Le site Data Foncier, dont le lien vous a été donné dans le chat, vous permet d'avoir l'ensemble de la procédure avec tous les actes d'engagement. Et c'est moi qui validerai votre demande. C'est vous qui êtes directement très à la manœuvre derrière pour appuyer Tout sur à le fait. bouton. Pour les droits d'accès, exactement. Et ce qu'il faut savoir, c'est que souvent, les agences d'urbanisme, les ADIL, les différents opérateurs ne sont pas des ayants droit directs, mais peuvent l'être par le truchement de la collectivité, donc soit par la DDT, notamment la commune de Castelnaudary obtient les données grâce à la DDT, qui est aussi un ayant droit de la donnée en tant que service déconcentré de l'État, et permet ensuite de la diffuser. Le mieux, c'est quand même d'avoir accès directement à l'information, sachant que quand on va dire, quand on s'est inscrit et qu'on a accès directement à l'information, on a aussi l'information relative aux propriétaires et la possibilité de faire soi-même l'ensemble du publipostage et de faire des campagnes d'information, de prévention et voilà, informer les propriétaires
vraiment ciblé sur le parc que vous souhaitez mobiliser, euh, Mmh. sur voilà, des objets et des actions locales que vous souhaitez mener vis-à-vis d'eux. Vous pouvez vraiment les informer en direct. Très bien, merci. Je vous propose de poursuivre, même si j'aurai très certainement l'occasion de vous reposer des questions. Je vous invite à regarder d'ailleurs l'onglet questions-réponses. Peut-être qu'il y a des éléments que vous pouvez apporter par écrit et je vous redonnerai évidemment la parole. Merci beaucoup, Peggy Mertini. Merci à Je vous. vous propose de poursuivre en passant la parole maintenant à Étienne Fernandez, que j'invite à allumer sa caméra si ce n'est pas encore le cas. Monsieur Fernandez, euh, vous êtes donc référent habitat au conseil départemental de la Meuse et vous êtes également par ailleurs adhérent à l'association Agir contre le logement vacant, une association qui porte la voix des collectivités locales dans la lutte contre la vacance locative aux côtés de l'État et de l'ANA. Monsieur Fernandez, pouvez-vous nous faire part de, voilà, de Oui, l'implication du conseil départemental sur le sujet de la vacance du logement et comment finalement cela peut s'articuler aussi très concrètement dans le cadre du programme Petite Ville de demain? mais bien entendu, je suis là pour ça. Bonjour. Alors, bon, je vais coller vraiment au diaporama pour respecter le temps, mais n'hésitez pas à poser des questions par la suite. Donc, pour faire très rapide, on a 12% de vacances sur le département, mais dans les petites villes de demain, ça va de 18 jusqu'à quasiment 30% dans le parc privé. Cette vacance est en augmentation. Et donc, depuis 2018, le département apporte un appui à l'ingénierie, notamment sur la vacance, mais aussi sur les questions d'habitat et autres, aux petites villes de demain. Voilà. Donc, nous, on bénéficie, si vous voulez, de la mise en réseau, que ce soit par l'association ou par les liens avec le ministère, pour voilà, essayer d'aller le plus loin possible et lever les freins qui existent. Après, ce qu'il faut garder en tête, c'est que la vacance, c'est un travail de dentelle et tout réside, selon moi, dans l'accompagnement des propriétaires lorsqu'on est en contact avec eux. Après, il y a les outils coercitifs, mais bon, voilà, ça a été un petit peu évoqué tout à l'heure. Les PVD, bon, ont généralement des problématiques similaires en lien par rapport au logement et notamment à la vacance. Et leur fonction de centralité fait qu'il y a un intérêt particulier pour le territoire, mais aussi l'intérêt de PVD, c'est qu'on peut être sur différentes thématiques, dont le logement fait partie, mais pas uniquement. On peut être amené à traiter un bâtiment avec du logement, du commerce en rez-de-chaussée, et c'est là qu'intervient l'intérêt de l'accompagnement et la bonne connaissance des outils pour sortir des situations compliquées. Je peux aussi dire que les enjeux, vous les connaissez, c'est en gros produire une offre adaptée, donc soit pour répondre aux besoins des personnes en place, soit pour attirer de nouvelles populations, parce qu'on sait que les PVD souffrent aussi d'une spécialisation, avec comme cible souvent les familles, donc ça implique de créer de nouveaux produits. Et l'autre enjeu, c'est l'amélioration du cadre de vie et améliorer l'image du centre ancien. Donc, notre démarche, nous, c'est bien évidemment amener les collectivités et les élus à se questionner sur pour qui remettre les logements sur le marché, où, et quels sont les potentiels de ces logements, quelle implication est disponible et serait nécessaire, et quel porteur privé, parce qu'on va se concentrer sur l'habitat privé. Voilà. Donc, pour qui remettre les logements vacants? Bon, on a un marché détendu, mais malgré tout, on a des poches de tension. C'est tout, toute la complexité du sujet qui concerne toutes les petites villes de demain, c'est qu'on va avoir des tensions sur les petits logements, notamment sur le meublé, etc. Et ce travail d'analyse des besoins, nous, on le porte avec différents acteurs. Alors, je ne vais pas détailler là, mais c'est vraiment la base de pour qui on travaille. Parce que remobiliser des logements, si au final, ils ne répondent pas aux besoins prioritaires, c'est une réussite, mais ça implique d'aller plus loin. Le travail d'accompagnement qu'on a fait auprès des communes, c'était déjà de dédramatiser la situation, parce qu'on a des pourcentages qui font peur et qui s'envolent. Donc l'idée, c'est de dire, en effet, mais dans la vacance, il y a tel type de vacances, là, on a un levier, là, il n'y en a pas. Et de toute manière, l'action sur la vacance est assez limitée et c'est un travail de longue haleine. Donc, on a produit une analyse locale de la vacance à partir de statistiques, mais aussi un travail de terrain. Les élus et les techniciens ont été associés à différents temps critiques, du coup, pour déjà constater, vérifier avec eux et échanger des fois sur des situations qui relèvent vraiment de cas très particuliers. Et notre plus-value, ça a été de faire une petite notation pour identifier l'attractivité des biens vacants pour prioriser les actions par la suite des collectivités. Dans ce cadre-là, on a fait des prises de contact directes auprès des particuliers,
On a envoyé un courrier, ils nous ont rappelé et tout l'intérêt, c'était d'initier un travail de suivi partenarial en mode guichet unique. Alors aujourd'hui, la plateforme Zéro Logement Vacant permet très facilement ce travail-là, c'est ce qui est vraiment intéressant. Et donc la nouveauté Zéro Logement énergivore, je l'appelais comme ça, par rapport aux étiquettes énergétiques. On est aussi engagé, on a une interco qui est retenue dans l'expérimentation. Rejoint cette logique. Le but, c'est de rester présent dans la communication auprès des propriétaires pour qu'à un moment donné, on arrive à toucher certains des propriétaires. En parallèle, on avait un dispositif pour cofinancer les actions de recyclage en secteur ORT, je ne vais pas détailler ici, et amener les élus à prioriser leurs actions, parce que la vacance est tellement énorme, c'est encore une fois pour qui, pourquoi, sur quel logement, quel secteur, pour quelle sortie, de l'accession, du locatif, etc. On peut passer à la suite. À la diapo d'après. Merci. Donc là, sans trop détailler, ça fait partie des outils qu'on a pu développer en lien avec l'Adréal, qui permet, si vous voulez, d'animer la discussion avec les élus, qui est vraiment essentiel, en caractérisant très rapidement le type de logement vacant et en faisant, avec un rapide aperçu, quels sont les immeubles 100% vacants, à moitié vacants, vacants depuis moins de 2 ans, de plus de 5 ans, parc privé, parc social. Le but étant voilà, de permettre aux élus de saisir l'ampleur du sujet, mais aussi avec finesse les raisons de la vacance, enfin, voilà, les amener à s'emparer du sujet. On peut passer à la suite. La question essentielle pour nous, c'est les porteurs privés, parce que bon, les bailleurs sociaux, on a des actions spécifiques. Par contre, les bailleurs privés sont en ordre dispersé, et notamment les propriétaires de logements vacants. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire? Aujourd'hui, on constate un retrait des bailleurs suite à des mauvaises expériences ou au vieillissement, qui font que de fait, ils abandonnent ou ils confient par agence, puis après, ils abandonnent totalement et mettent en vente dans un état des fois un peu dégradé. Du coup, la logique, c'est quoi? De travailler en prévention, déjà dans un premier temps. Donc, on a créé une ADIL interdépartementale, une AIVS avec des missions expérimentales sur la vacance et essayer d'anticiper les impacts. Donc là, c'est avec la loi climat et résilience, avec la sortie des étiquettes. Et du coup, voilà, être toujours dans des campagnes où on écrit aux propriétaires. Permettre le renouvellement des bailleurs, donc en recherchant des investisseurs et en limitant les investissements hasardeux, parce que ce qu'on constate, c'est qu'en PVD, vu le prix d'achat d'un bien, on peut avoir des personnes qui acquièrent un bien parce qu'il n'est pas cher, mais de fait n'aura ni l'expérience, ni même les sous pour réhabiliter, remettre en état les logements, et on se retrouve avec des biens qui restent vacants, même s'ils sont rachetés de manière successive, et ça, c'est très, très problématique. On travaille sur un parcours investisseur pour étudier la rentabilité des projets. Ça, c'est vraiment un complément par rapport au travail qui est fait par les opérateurs de l'ANA qui sont centrés sur l'accompagnement aux travaux et au financement des travaux. Là, on est vraiment sur une logique, alors avec l'UNPI, le CAUE, l'opérateur, enfin, on a toute une batterie d'acteurs qui se passent la main pour accompagner le propriétaire. Et on balaye les aides fiscales, financières, les apports réglementaires aussi, avec pourquoi pas l'idée de d'abord travailler sur un logement conventionné ANA, puis le mettre en meublé au bout de 6 ans. Enfin voilà, on essaye de faire un parcours pour essayer d'aller chercher et motiver un maximum de bailleurs. Les partenariats en cours avec les agences immobilières, mais ça c'est assez compliqué, c'est de faire des fiches logements par immeuble, comment dire, pour que quand les annonces paraissent, il y ait déjà un diagnostic honnête, j'allais dire, de fait sur le logement, sur les besoins en travaux, etc. Et on travaille sur l'identification d'un réseau d'investisseurs. C'est bon? Du coup, qu'est-ce que je peux dire d'autre? Tac, tac. Donc oui, en gros, le département fait un appui à l'ingénierie, mais aussi de manière par des dispositifs financiers auprès des PVD. Au-delà des outils que vous connaissez, les OPRU, primes sorties de vacances, permis de louer, les limites qu'on constate à notre niveau, c'est bien évidemment l'ingénierie locale limitée sur ce sujet, des outils, des partenaires qui sont absents car il y a une très faible attractivité, rentabilité des opérations. On a aujourd'hui des incitations pour le locatif qui sont assez faibles, qui ne permettent plus l'effet levier qu'il y avait il y a quelques années auparavant.
et un besoin d'outils nationaux pour remettre sur le marché des logements répondant aux besoins en tension, c'est-à-dire pour sortir des politiques peut-être un peu sectorielles du logement nu, du logement meublé ou autre, peut-être travailler de manière plus spécifique sur on a besoin de logement, c'est celui-là, comment on fait pour financer ces projets-là. Et enfin, un enjeu, et ça je pense que vous avez tous levé la main, c'est améliorer les capacités de travail et de coordination avec les ABF pour faciliter la mutation du bâti ancien, ce qui est un enjeu récurrent, mais toujours d'actualité. Je vous ai mis en bas le contact pour l'association nationale, un guide très, très intéressant réalisé par le Puy-de-Dôme, donc dans son SDH, pour le repérage, plus spécifiquement de la vacance. Et en dernière diapositive, rapidement, voilà, la petite feuille de route de l'association que je vous invite à contacter. Je répondrai à vos questions avec plaisir. Merci beaucoup, Monsieur Fernandez. Il me semble que le terme AIVS, si je l'ai bien dit dans le bon sens, n'est pas forcément connu de tous. Pouvez-vous Désolé. nous en dire plus? Désolé, c'était pour aller vite, mais je ne gagne pas de temps. En fait, c'est une agence immobilière à vocation sociale. Ça signifie pas forcément avec du logement conventionné, mais rassurer, enfin capter du logement qui est déjà sur le marché, bien souvent, ou alors des investisseurs qui achètent du logement et qui se font accompagner par cette agence immobilière qui a des prérogatives plus sociales et surtout une vigilance avec la GLA, gestion locative adaptée, pour limiter les difficultés et les sorties de route par la suite. Vous l'avez compris, l'idée de faire intervenir et témoigner Monsieur Fernandez, c'est pour montrer que les conseils départementaux, selon leur niveau d'implication sur ce genre de sujet ou sur d'autres d'ailleurs, sont des interlocuteurs à aller à contacter pour voir dans quelle mesure ils peuvent être un partenaire de premier plan dans le cadre de votre projet de revitalisation et en particulier sur ces sujets de lutte contre la vacance des logements. Merci beaucoup pour votre témoignage, Monsieur Fernandez. On aura certainement l'occasion de vous redonner la main. Je vais maintenant passer la parole à notre dernier expert de ce webinaire, Thomas Cherrier. Vous dirigez la société Territoire Circulaire, une structure qui est mandatée par l'ADEME pour la gestion de la plateforme Pas de vacances pour la vacance. Est-ce que vous pouvez nous présenter votre action et cet outil en particulier? Oui, bien sûr, bonjour à toutes et tous. Je suis désolé, ma voix est pas très forte. Je sors de quelques jours complètement aphone, donc vous avez de la chance déjà que je puisse parler. On en est Petite conscient. super. Petite précision peut-être, je suis pas, spécifiquement mandaté par l'ADEME. En fait, c'est des travaux qui sont soutenus en partie par l'ADEME, mais qui émanent pas d'une commande particulière, quoi. J'en parle rapidement à la slide suivante. Comme je vois que l'heure tourne, je vais pas trop m'appesantir sur le contexte, d'autant que Peggy a pu développer tout ça bien mieux que moi j'aurais pu le faire avec cette slide-là. L'ADEME avait lancé un premier appel à commun résilience des territoires en 2021, où moi j'étais en train de lancer mon agence et justement en cherchant des gisements à activer. Donc ça aussi, Peggy a parlé de la notion de gisement quand on parle de logement, mais voilà, on peut l'élargir à d'autres objets, d'autres pièces urbaines, des friches, le tertiaire, d'autres types de locaux. Quand je commençais à regarder le logement, je voyais que certaines données pouvaient exister sur le sujet, donc début 2021, mais qu'elles n'étaient pas toutes forcément accessibles ou très faciles à utiliser par moi qui suis urbaniste et donc assez loin, enfin qui était encore très très loin du milieu de la donnée à l'époque. Donc je me suis dit pourquoi pas proposer un projet de vulgarisation en fait autour des logements vacants dans le cadre de cet appel à commun qui partait initialement des données de l'INSEE, parce qu'à l'époque c'était les seuls qu'on pouvait obtenir librement et qui ont beaucoup d'atouts que je pourrais vous développer juste après. On peut tourner la page. Donc, comme je vois que l'heure tourne, je peux rentrer directement dans le vif du sujet. Pas de vacances pour la vacance, c'est une démarche mais qui se concrétise vraiment par un outil qui est libre et accessible à toutes et tous. Voilà, l'idée c'est de pas s'abriter derrière un mur de paiement ou de proposer des solutions payantes là-dessus, parce qu'on s'appuie uniquement sur des données libres et ouvertes. Et donc on a poussé l'exercice au bout, c'est-à-dire que vous pourrez télécharger toutes les données si elles vous intéressent, même si je pense que vous êtes beaucoup plus spécialiste de ces questions-là à vos échelles. Voilà, mais sait-on jamais. L'outil également est mis entièrement en libre accès, enfin le code de l'outil est accessible à toutes et à tous.
Donc, on cherche vraiment pas à empiéter ni sur les efforts de zéro logement vacant et de tout ce qui est fait autour de l'OVAC, ni sur les travaux qui peuvent être menés en local dans le cadre d'actions, enfin de Petites Villes de demain, pardon, mais plutôt d'offrir un accès à une connaissance de premier niveau avec des informations un peu plus de contexte et qui pourront répondre à certaines interrogations que peuvent avoir différents publics, des citoyens, des riverains, des associations. Ou alors des techniciens ou des experts de l'architecture ou de l'urbanisme qui ont besoin de certains éléments un peu clés pour décrypter un territoire. Je peux vous partager mon écran de cette manière. Voilà, je partage mon écran. Donc là, vous voyez bien, c'est bon? Ouais. Oui, très bien. Ça, c'est la version la plus aboutie du site. Les données sont pas tout à fait à jour parce qu'on est en train de changer et les données d'un côté et des éléments d'infrastructure. Donc voilà, on préférait présenter un état stable. Malgré tout, le principe restera le même, hein. L'idée, c'est, j'ai pris de manière totalement arbitraire la ville de Falaise dans le Calvados, qui est pas très loin de chez moi et qui est petite ville de demain, si je ne m'abuse. Et donc l'idée de base de Pas de vacances pour la vacance, c'est que n'importe qui puisse en un clic, donc là je peux vous refaire la manip si vous voulez, vous tapez le nom d'une commune, heu, hop, et puis vous avez instantanément ce qui nous intéresse le plus aujourd'hui, à savoir les données sur les taux de vacances. Donc on est à l'échelle de la commune pour toutes les données qu'on a, parce que c'est le dénominateur commun de tous les producteurs de données qu'on utilise. Et de toute façon, ça vous le savez, l'accès localisé à la parcelle ou au lot de l'OVAC peut pas être rendu public, donc on fait avec ce qu'on a. Hem, donc voilà, ça vous permettra instantanément d'obtenir des informations sur la vacance avec, d'un côté un retraitement très léger de ce que propose l'OVAC, qui permet d'avoir la distinction qui est sans doute le critère le plus important quand on parle de vacances entre la vacance frictionnelle et la vacance structurelle, ce que sait pas faire l'INSEE. Malgré tout, l'INSEE a encore cet avantage-là d'avoir une profondeur historique qui permet d'afficher des tendances. Voilà, donc là, on est à peu près chanceux parce que les taux de vacances sont à peu près similaires, sachant que c'est pas tout à fait les mêmes périmètres qui sont pris en compte par tel ou tel producteur de données, mais à chaque fois, les éléments de méthodo sont rappelés dans les petites sections à propos, ou si vous souhaitez aller un peu plus dans le dur, vous avez la partie données ici, qui donne accès donc à tous les jeux de données. C'est téléchargeable en un clic ou consultable en direct. Bon, là, j'ai pris un gros fichier, mais vous avez l'idée. Et on détaille à chaque fois les sources, on renvoie vers qui fait quoi et les éventuels traitements qu'on a pu réaliser. Voilà. Donc, je vous parlais d'éléments de contexte et alors moi, je suis géographe, donc très attaché à ces questions-là, mais on a la chance d'avoir des jeux de données nationaux qui permettent d'enrichir ce qu'on pourrait dire à propos de la vacance à d'autres sujets, notamment le parc de logement global en fait d'un territoire, et qu'on a sorti. Donc je passe le détail de tout ce qu'on a mis là-dessus, mais qu'on a sorti de certains indicateurs qui nous paraissent importants à regarder en face de ça, donc à savoir un premier décryptage sur l'artificialisation en cours à l'échelle de ce territoire. Donc ça, c'est l'observatoire du CEREMA, pardon. Et la production de logements, d'après les données de Citadel. Voilà. Bon, le calcul carbone est très sommaire, donc vaut mieux éviter d'aller voir monsieur Jancovici avec ça, mais c'est aussi pour faire peser justement le potentiel ou pas d'ailleurs d'un côté la production neuve qui pourrait pas forcément être en adéquation avec certains besoins. Voilà. Donc, ça reste un outil de premier niveau qui peut se lire en 30 secondes comme en plusieurs minutes si on cherche vraiment à décrypter la situation. Et qui a la vertu d'être diffusable à peu près n'importe qui, tant qu'il a un navigateur ou un smartphone, quoi. Donc, parmi les éléments de contexte qu'on affiche, il y a des choses assez basiques, d'autres qui nous ont été demandées depuis que le projet existe. Donc ça va faire 2 ans et 1 an, une bonne année et demie qu'il est développé. Donc on a rajouté des éléments d'appréciation du contexte, parfois quelques fantaisies comme le renvoi vers la page Wikipédia, si vous souhaitez vous informer un peu plus sur le territoire. Et 2 options qui peuvent être intéressantes pour vous, c'est de comparer son territoire avec les échelles
administratives, enfin de collectivités territoriales supérieures. Donc, vous pouvez faire des allers-retours entre la commune de Falaise et comment elle se situe finalement par rapport au contexte de son EPCI. Et puis après, de proche en proche, remonter jusqu'à la région, même si on perd forcément beaucoup en pertinence quand on compare à ces niveaux-là, quoi. Mais malgré tout, voilà, ça permet de faire ces manips-là en un clic. Et on propose également, alors bon, là c'est un peu le même principe. Si vous voulez comparer votre ville à une autre, voilà, alors là aussi de manière, par exemple avec Fleury-sur-Orne, voilà, vous avez les mêmes données quand elles sont disponibles. Alors la plupart le sont tout le temps, mais parfois l'OVAC, pour les communes d'un certain nombre de logements, en général, il n'y a pas de problème, mais ça peut arriver encore qu'il y ait des petits trous dans la raquette. Mais voilà, ça met face à face les différents indicateurs qu'on propose pour se comparer ou se faire une opinion finalement sur le territoire qui nous intéresse. Voilà. Merci beaucoup, Monsieur Charrier, qui illustre, vos propos illustrent vraiment, sauf si vous vouliez parler sur le dernier slide, pardon? Oui, alors il y avait effectivement, juste C'est avant terminé. ça, mais bon, je peux faire très vite, hein. Voilà, donc ça, j'en ai plus ou moins parlé. Après, enfin, jusqu'à aujourd'hui, on a eu à peu près 9000 utilisateurs uniques, d'origine et d'horizon vraiment très, très larges et variés. C'est quelque chose qu'on entretient finalement parce qu'on n'a pas enfin, on affiche clairement on n'est pas l'anti zéro logement vacant, mais on n'a pas de vocation opérationnelle et on cherche vraiment pas à marcher sur des initiatives beaucoup plus concrètes et beaucoup plus outillées. Voilà, nous, on est vraiment un outil de vulgarisation entièrement libre, ça je l'ai déjà dit. Et ouais, juste après, effectivement, pour conclure, donc on est en pleine mise à jour et on ne s'attendait pas à avoir à tout mettre à jour en même temps. Donc là, c'est pour ça que les millésimes sont encore anciens, enfin anciens de l'an passé, quoi. Malgré tout, cette manière de voir les choses nous a conduit cette année à mener une exploration de la vacance des locaux commerciaux. Que qui devrait amener à des productions prochaines, peut-être d'ici la fin de l'année ou début d'année prochaine. Pas tout à fait sur ce format-là, mais en tout cas avec ce même état d'esprit de proposer de la connaissance librement. Voilà. Merci beaucoup. Cette fois-ci, vous en avez terminé ou je vous ai encore une nouvelle fois coupé l'herbe sous le pied? C'est bon, merci beaucoup. C'est parfait, Merci. merci beaucoup. C'est une illustration effectivement des différentes, ressources, que l'on peut, auxquelles vous avez, accès et qui prennent pour source, un certain nombre de bases de données, communes. J'aurais des questions auprès de monsieur, Rival, s'il veut bien, rallumer caméra, et micro. Monsieur, Oui. Rival. C'est parfait. Alors, je vous relais 3 questions, d'affilée et je vous invite, voilà, à y répondre comme, vous le souhaitez. Il y a une première question sur la façon dont vous avez, communiqué auprès de la population, locale sur le dispositif, de Normandie. En gros, comment vous y êtes pris, pardon, et quels moyens vous vous êtes donnés, pour, y parvenir? Et ensuite, il y a 2 questions autour de ce qui a été évoqué, sous le terme constructeur, investisseur, agence immobilière. C'est comment vous avez trouvé ces interlocuteurs sur leur territoire? Et est-ce que vous auriez éventuellement la possibilité de mettre à disposition un courrier qui aurait pu être adressé à ces interlocuteurs-là? Oui, bah, du coup, je vais commencer par la première question sur la communication locale. La communication locale, c'est très simple. On a fait des affiches de publicité sur toute la commune, qu'on a affichées sur tous les panneaux publicitaires de la ville pour que tous les citoyens de Castelnaudary soient au courant. Et ensuite, pour tous ceux qui étaient à l'extérieur de la commune, on avait le site internet de la mairie et ensuite le recensement sur les barres de recherche Google, etc. Et ensuite, sur la deuxième question, sur les constructeurs, alors c'est très simple, il y a une liste qui existe déjà sur internet. Là, vous tapez constructeur, vous avez plusieurs pages internet qui recensent l'ensemble des constructeurs. Ça peut être très simplement page jaune qui recense l'ensemble des constructeurs par commune. Donc, on les recense et on voit si elles sont importantes ou pas importantes. Les agences immobilières, bon, si c'est les agences immobilières du coin, on les connaît à peu près toutes, il n'y a pas de surprise. Et pour celles qui sont aussi sur les autres communes, on fait la même chose. On voit les listes qui sont déjà faites sur Internet, pas jaunes, par exemple, pour encore les citer. Et du coup, avec cela, on se fait une petite liste et ensuite, on envoie le courrier. Et ensuite, oui, pour le courrier, je pourrais aussi transmettre le courrier type qu'on avait fait pour tous les partenaires qu'on a contactés.
Merci beaucoup. On a effectivement pas mal de questions dans l'onglet questions-réponses. C'est peut-être l'occasion pour moi de vous rappeler que bon nombre des ressources, des modèles, des guides ou des supports qui ont été évoqués par nos différents intervenants vous ont été poussés dans le chat par l'équipe que je remercie. Et évidemment, après coup, dans le cadre de la capitalisation que nous avons prévue dans le cadre de cette saison thématique, nous mettrons à disposition les ressources aussi pour que vous ayez voilà, une sorte de support ou d'éléments qui synthétisent les réflexes et les ressources à mobiliser dans le cadre des enjeux de logement dans les territoires petites villes de demain. J'ai une autre question pour Monsieur Étienne Fernandez. Est-ce que vous avez des exemples d'achat et de réhabilitation de logements vacants par des bailleurs sociaux pour en faire du locatif social? Oui, alors après les bailleurs sociaux, ça reste des outils. Alors nous, on est département, comment dire, on est structure de rattachement aux bailleurs sociaux. Ce qui veut dire qu'on peut développer une politique d'accompagnement très forte, pardon, notamment dans les centralités où en effet on les a orientés sur vraiment des friches en plein centre-ville, sur des bâtiments pour lesquels soit la problématique patrimoniale est tellement forte qu'il fallait vraiment quelqu'un qui tienne la route et sur des démarches qui prennent 1 an, 2 ans. Mais en effet, on a pu les mettre du coup sur des opérations qui vont aller de 20 à 50 logements en plein centre ancien. Et là, pour le coup, en PVD, en ACV, seul un bailleur social est capable de porter ce type d'opération. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Certainement, pardon, enfin j'espère. Voilà. En tout cas, on aura la réaction de celui qui a questionné peut-être dans les secondes qui viennent. Est-ce que l'un ou l'autre des intervenants de ce jour avait éventuellement un complément à faire et qui n'aurait peut-être pas fait l'objet de questionnements de la part de nos auditeurs? Vous Non? souhaitez bon courage. Ah oui, bon courage à nos élus et chefs de projet Petite Ville de demain. Voilà. Évidemment, nous nous voyons, nous en tout cas, prochainement, dans le cadre de cette saison thématique dans d'autres rendez-vous, tout au long, de cette saison et de ce trimestre. On se revoit d'ores et déjà pour les intéressés sur le sujet justement, 0 logement vacant où on rentrera, davantage dans le détail, par l'intermédiaire de l'équipe de Peggy Mertini, pas plus tard que lundi prochain, à 14 h. Donc, si vous voulez en savoir plus, soyez au rendez-vous. Et nous prévoyons aussi un retour d'expérience sur la commune de Lavelanet en Ariège qui va évoquer une super opération qui fait peur, ne serait-ce que par son acronyme, l'opération RHI Tirori, donc qui a vocation à travailler sur la résorption de l'habitat indigne. Je laisse l'équipe mettre la date dans le chat, je ne l'ai pas sous le coude. Donc je vous rappelle qu'on prévoit, et ben voilà, c'est impeccable, le 20 octobre à 14 h, donc cela va venir très vite. Je vous invite à vous connecter à ces prochains rendez-vous. Je vous rappelle aussi que nous avons un rendez-vous en présentiel dans le cadre de cette saison thématique qui se concrétise dans le cadre de ce qu'on appelle un atelier in situ. C'est un rendez-vous donc à Joinville cette fois-ci qui a beaucoup travaillé sur ces questions de résorption de la vacance des logements depuis plus d'une dizaine d'années et qui a notamment mis en place permis de louer et autres super démarches qui ont d'ores et déjà porté leurs fruits. Donc cet atelier, n'hésitez pas à en parler aux élus, à vos élus petites villes de demain, vos élus référents. C'est le 7 et le 8 novembre prochain, donc n'hésitez pas à vous y inscrire. On vous attend très nombreux et j'espère que, enfin, pour avoir entendu ceux qui ont pu participer au rendez-vous passé, chefs de projet et élus repartent avec pas mal d'inspiration, beaucoup de contacts, de partenaires à solliciter et d'aide à mobiliser. Donc, il nous semble intéressant pour les plus intéressés de passer un peu de temps à Joinville et d'échanger entre pairs. Merci vraiment à tous nos intervenants du jour. C'était très riche. Je pense qu'on a fait couvrir le sujet de la vacance, mais nous espérons vous avoir collectivement donné un certain nombre de conseils, d'appuis, de ressources pour pouvoir progresser dans vos territoires. Merci beaucoup une dernière fois à toutes et tous et je vous dis à lundi prochain. Bonne journée. Merci, au revoir. Merci Merci beaucoup. beaucoup. Au revoir. Au revoir.